Bonjour Bassam Tan. Bonjour Eurasie Express, bonjour Frédéric Saillot. Il fait un petit peu frais aujourd'hui, nous sommes sur les quais de Seine à l'île Saint-Louis, mais un beau soleil règne. Nous allons donc parler aujourd'hui des deux batailles en cours, celle d'Alep et celle de Mossoul, qui pourraient prendre l'État islamique en tenaille si les deux coalitions, l'une menée par la Russie et la Syrie, et l'autre par les États-Unis, réussissaient à s'entendre, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors, où en sommes-nous de la bataille d'Alep, Bassam Tan? Vous avez raison de souligner le lien très étroit entre les deux batailles. En fait, ça tient au fait que Alep est actuellement tenu plutôt par les Russes et Mossoul est encerclé par la coalition. Mais il n'y a pas que ça, hein. Historiquement aussi, Alep et Mossoul, c'est la route de la soie, ce sont deux villes qui se ressemblent, mais il se trouve qu'aujourd'hui, au niveau géostratégique, le sort des deux villes est très lié. Mais pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, il vaut mieux commencer par le rôle de la Turquie. En effet, oui. Voilà, cette Turquie qui joue un jeu multiple, elle l'a déjà fait, mais là, c'est plus qu'éclatant. En fait, Erdogan veut avoir plus d'une carte entre les mains. La première, il l'a déjà. Le nord d'Alep, près de 5000 km, sont conquis par les Turcs. 5000 km², vous voulez dire? Carré, 5000, c'est-à-dire ça correspond à peu près à la moitié du Liban. Hein, et c'est une région vitale pour Alep, en disant que ça va être la zone pour des réfugiés, une zone pacifiée, et c'est toujours la même idée, il faut qu'il y ait une exclusion aérienne, c'est-à-dire qu'on empêche les avions syriens de venir bombarder cette zone. Pour cela, il veut également conquérir... La zone d'exclusion aérienne qui borde la frontière entre la Turquie et la Syrie, c'est un projet de la Turquie, ça n'est pas... C'est vrai, c'est un projet. Ce n'est pas le cas, il ne l'a pas. Mais au niveau territoire, il a quand même 5000 km². Hein? Et il veut ajouter à cela, pour parfaire cette zone, la ville d'El-Bab, qui est au nord d'Alep. Mais vous noterez que ce n'est pas une zone d'exclusion aérienne pour les Turcs, parce que hier, les Turcs ont bombardé 2 villages kurdes et demandent incessamment à ce que les Kurdes quittent une autre ville de Manbij pour aller au-delà de l'Euphrate, c'est-à-dire la rive est de l'Euphrate. C'est en effet le nom de l'opération turque qui s'appelle Bouclier de l'Euphrate, pour bouter les Kurdes au-delà de l'Euphrate et créer cette zone franche pour la Turquie le long de la frontière syrienne qui permet aux djihadistes de passer d'ailleurs. Alors voilà une carte qu'il tient entre les mains pour le moment. Bon, évidemment, le gouvernement syrien a condamné le bombardement, parce que ces Kurdes ou pas, ils sont syriens. Et ils sont protégés et l'État leur doit une protection, même s'il y a une velléité chez certains d'autonomie. Donc la Syrie a condamné le bombardement, mais toujours est-il que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'accrochage ou d'affrontement entre aériens du reste, entre les Turcs, les Russes et les Syriens. Ceci dit, Damas a précisé qu'elle répondrait à toute violation nouvelle de l'aviation turque sur son territoire. Mais en attendant, il n'y a pas d'incident. Donc ça, c'est la première carte. La deuxième carte, et c'est là où on voit comment Erdogan veut être présent dans les deux batailles, c'est le camp de Bashika. Bashika est une petite ville près de Mossoul où les Turcs s'y sont installés depuis un bon moment. Alors, le Premier ministre irakien a
contesté cette occupation, ne veut pas entendre parler d'une aide turque pour libérer Mossoul. Mais Erdogan cherche à être à Mossoul pour participer aux négociations. Il faut rappeler qu'en 1879, excusez-moi, j'ai un problème toujours avec la précision des dates, Mossoul était une wilaya ottomane entière. C'est pour cela que les Turcs ont toujours revendiqué Mossoul, parce qu'il y a un peu de Turkmènes et de Turcs aux abords de Mossoul, et surtout parce qu'il y a du pétrole. Oui. Et là, ils n'ont jamais avalé le fait que ce Mossoul soit rattaché à l'Irak, à Bagdad. Ce n'est pas uniquement un problème turc, c'est aussi un problème kurde. Mais on viendra. Donc ça, c'est une deuxième carte que joue Erdogan. Donc la Turquie, si j'ai bien compris, est à cheval sur les deux batailles, mais revenons à la bataille d'Alep. Oui. Dernièrement, il y a quelques semaines, Lavrov et Kerry avaient réussi à trouver un accord qui devait mener à une collaboration, une coopération entre les États-Unis et la Russie contre les terroristes, les agissements terroristes en Syrie. Cet accord a été rompu pour deux raisons. La première, c'est le bombardement, la rupture de la trêve par les États-Unis qui ont bombardé Deir ez-Zor, à propos de quoi nous avons fait une vidéo. Et le deuxième point qui a fait échouer cet accord, c'est que les États-Unis n'ont jamais départagé ce qu'ils appellent l'opposition modérée des terroristes d'Al-Nosra qui sont condamnés par l'ONU et contre lesquels la Syrie et la Russie bataillent à Alep en essayant de les déloger d'Alep-Est. Alors, où en est-on de la bataille? Nous y voilà avec la troisième carte que joue Erdogan. C'est laquelle, justement? C'est la bataille d'Alep. Dans cette bataille d'Alep, il n'y a pas qu'Al-Nosra, parce que récemment, les troupes, n'est-ce pas, le groupe de Zenki, ce sont des gens, c'est une sous-marque d'Al-Nosra et de Daesh, si vous voulez. En prenant ce nom-là, hein, c'est un peu rappeler l'islam au djihad, parce que l'histoire de Zenki, historiquement, est liée au djihad. C'est celui qui, avant Saladin, hein, a réalisé quelques succès de bataille contre les croisés. Vous noterez que Erdogan, c'est sans doute avec son accord et ses consultants que ce groupe-là a pris le nom de Zenki. Il n'a pas pris le nom de Saladin, alors que Saladin avait vraiment écrasé les croisés à libération. Pourquoi? Mais parce que Saladin est kurde. On voit toujours que la politique néo-ottomane des Turcs aujourd'hui éloigne tout ce qui est kurde et s'attache à tout ce qui est ultra-orthodoxie, sunnite, anti-croisés, anti-occident. Alors, ces gens-là, ils sont à peu près au sud-ouest d'Alep, quelques 1200 avec des tanks, une artillerie lourde, et veulent contrecarrer le plan russo-syrien en s'attaquant aux quartiers ouest, c'est-à-dire les quartiers tenus par l'armée régulière syrienne. Une façon de répondre à l'encerclement et au siège d'Alep-Est en s'attaquant au quartier ouest. Alors c'est là où ça pose un problème, si vous voulez, avec les Russes. Hein? Parce que jusqu'à maintenant, les Russes ferment les yeux, les Turcs, avec quelques Syriens vendus à leur cause, massacrent des Kurdes, les Russes ferment les yeux, parce que ils estiment sans doute que certains Kurdes, pas tous, ont joué le jeu américain, ce qui n'est pas faux. Donc, quand on s'attaque aux Kurdes pro-américains, ça fait l'affaire des Russes. Oui, mais il y a des Kurdes qui ne sont pas du côté des États-Unis. Hein? Et là, il faut, si vous voulez, que les Russes se décident. C'est-à-dire, Erdogan arrive à mettre un peu, à jouer sur une corde tendue entre lui et les Russes. Bien sûr, il y a les accords économiques récents, il y a une entente, mais n'empêche que sur le terrain, la bataille d'Alep risque de se terminer par
une défaite des forces que soutient la Turquie. C'est-à-dire l'aviation russe et syrienne peuvent hacher carrément ces troupes d'Helsinki qui veulent s'attaquer à Alep ouest. Alors venons-en à la bataille de Mossoul, Bassam Tahan. Vous avez très subtilement montré le double jeu de la Turquie. Concernant la bataille de Mossoul, les États-Unis ont déclaré récemment qu'ils n'étaient pas favorables à une présence, à une intervention turque pour la libération de Mossoul, dans la mesure où ils n'étaient pas invités par le gouvernement légal d'Irak, ce qui est un comble dans la mesure où ils se permettent d'intervenir en Syrie alors qu'eux-mêmes et leurs alliés occidentaux ne sont pas invités par le gouvernement légal syrien. Alors, ce double jeu turc à l'égard de la Russie n'est-il pas également un double jeu à l'égard des États-Unis? Sûrement. Je vous dis, la Turquie joue plusieurs cartes à la fois. Hein. Et dans cette bataille de Mossoul, et là d'ailleurs, enfin, si on voit les déclarations d'Erdogan, il a pris un ton très hautain en mettant, disons, le pied ferme contre Abadi, que lui fait ce qu'il veut, qu'il a une légitimité historique pour intervenir dans cette bataille. Vous voyez pourquoi les Américains hésitent aussi, c'est parce qu'en même temps, pour ce qui est et de Mossoul et d'Alep, ils ont des négociations avec les Russes. À la limite, ils s'en fichent d'Erdogan. Mais justement, c'est là où il faut passer au rôle de la Russie dans tout cela. Aujourd'hui, la bataille fait rage dans les deux villes. Pour les Américains, il faut absolument qu'ils libèrent vite Mossoul pour montrer aux Russes que vous êtes intervenus en Syrie. Très bien. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas Alep, ou vous n'avez pas remporté une victoire décisive. Vous avez libéré Palmyre, d'accord, c'est une petite ville du désert. Vous avez consolidé le pouvoir d'Assad, mais la grande bataille contre les islamites, que ce soit Raqqa ou Alep, vous ne l'avez pas encore gagnée. Donc, auparavant, il y avait une course entre Américains et Russes pour avoir Raqqa. Aujourd'hui, il y a une course à qui va libérer Alep ou Mossoul le premier. Et là, les Russes ont beaucoup plus de chances de libérer Alep, puisque les quartiers assiégés sont bombardés à nouveau. Les islamistes ne veulent pas quitter les quartiers est d'Alep. Donc, en ce sens-là, les Russes sont favoris dans ce jeu-là. Par contre, quand on passe du côté de Mossoul, il y a beaucoup plus de daéchistes. C'est la capitale, c'est symbolique, c'est une ville où il y a encore près de 2,5 millions d'habitants. Hein, avec tous les villages autour. Et ça pose également un problème aux Américains dans les alliances. Parce que, pour le moment, les Kurdes se battent pour libérer Mossoul, mais entre Abadi et Barzani, le torchon brûle concernant Mossoul, les frontières, l'indépendance, l'autonomie du Kurdistan irakien. Et là, permettez-moi, avant de clore, c'est que quand même, il faut dire que personne ne s'émeut de ce massacre de Kurdes un peu partout. Comment Barzani sacrifie sur l'autel des intérêts avec la Turquie les Kurdes de Syrie, les Kurdes de Turquie et les Kurdes d'Irak. Vous voyez, on arrive à des situations insoutenables pour tout le monde. En effet, une certaine confusion semble régner aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. Pour cette bataille de Mossoul hier à côté de Kirkouk, les Américains, la coalition menée par les Américains a massacré plusieurs dizaines de civils dans un cortège funéraire. D'autre part, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, sur les relations entre les États-Unis et la Russie. Ce matin est tombée une dépêche où Ashton Carter, le chef du Pentagone, a reconnu le professionnalisme des forces aériennes russes en Syrie. Est-ce que ce ne serait pas l'annonce d'un essai de deal ou d'accord entre Russes et Américains pour les uns libérer Alep et les autres Mossoul et prendre véritablement en tenaille l'État islamique à Raqqa Je ne le pense pas.
franchement, je ne le pense pas. Je pense que toutes ces déclarations américaines sont à prendre un peu à la légère, parce qu'elles sont souvent contradictoires, et tous les jours on a une déclaration qui revient à la case zéro. C'est tout le problème éventuellement de la retraite des forces islamistes de Mossoul vers la Syrie. Alors là, il faut parler un petit peu du petit rôle français. Le président de la République française a déclaré qu'il ne faut pas laisser passer les daéchistes vers Deir ez-Zor et Raqqa en Syrie. Il se protège. Voilà. Mais peut-être c'est une distribution de rôle. On lui a demandé de dire ça. En attendant, les Américains, en cachette, organisent un couloir, un corridor sécurisé pour que ces gens-là se retirent vers Deir ez-Zor et la Syrie. Avec vraisemblablement un bouclier de civils qui empêcherait un comité d'accueil efficace d'accueillir les terroristes à la frontière. Exactement. Et c'est là où, si vous voulez, les deux grandes puissances, les USA et la Russie, se testent. Et il faut lire ça à la lumière de l'avancée de pratiquement la plus grande flotte soviétique maritime vers la Méditerranée. Russe. Voilà, avec 2 sous-marins nucléaires, antimissiles, le porte-avions, des bâtiments de guerre, également lanceurs de missiles. Donc, on se demande pourquoi cette présence russe. Alors, il y a à ça peut-être 2 raisons. La première, on va dire, comme il y a eu des menaces du côté américain, Poutine, passez-moi le terme familier, ne se dégonfle pas, au contraire, bombe le torse et envoie sa flotte. Que vous voulez envoyer près de 2245 missiles pour détruire le gouvernement légitime de Damas, ou éventuellement vous attaquer à moi ou à l'Iran. L'Iran est très important, je reviendrai, parce qu'à mon avis, il y a des bases russes en Iran, même si on ne le clame pas. C'est une analyse personnelle. Ils ont utilisé un aérodrome, je veux dire. Oui, ça a posé des problèmes de déclaration diplomatique entre l'Iran et la Russie, mais je crois que s'il y a une guerre qui se profile à l'horizon, ça va de soi que les Russes utiliseront les bases iraniennes. Mais revenons à cette histoire de flotte maritime qui va mouiller entièrement face à l'attaqué, à la Syrie, à tout ce Proche-Orient. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas uniquement pour répondre aux Américains. Non. C'est peut-être que les Russes se préparent à cette retraite des daéchistes de Mossoul et sont prêts à intervenir et à un peu démonter le jeu américain. Hein? Et là... Ce qui est fait en partie, dans la mesure où les Américains n'ont jamais montré sur le terrain où était l'opposition modérée et où était Al-Nosra, exact. Ils ont fait la démonstration qu'ils étaient alliés objectivement d'Al-Nosra. Exact. Et c'est là où on voit que les Russes, enfin ça correspond un peu à la sentence, un malin, malin et demi. Hein? Vous voulez nous faire passer tout ce monde-là pour casser le gouvernement légitime de Damas, la Syrie, ben nous on veille sur le grain et on est prêt à les recevoir, à les accueillir. Alors, vous savez, pour cela, on vous donne de faux arguments, que en fait, on est très conscient du problème des civils, mais on ne veut pas que les civils aillent en Turquie, ça ferait une surcharge pour l'économie turque, avec 2 millions les habitants de Mossoul. Mais enfin, de qui se moque-t-on là? Vous savez, toute cette histoire de réfugiés, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, les Turcs ont construit des camps pour des réfugiés avant qu'il y ait les accrochages en Syrie. C'était dans leur jeu un point pour dire, vous voyez, allez-y, prenez les armes, s'il y a des réfugiés, on les reçoit. C'était pas, si vous voulez, par bonne volonté ou pour les beaux yeux des Syriens qu'ils ont construit. Mais ça, on en a discuté déjà. Donc revenons à cette bataille Mossoul et Alep. Mossoul va traîner, c'est vrai,
Alors voyons les forces, il y a à peu près 110 000 qui attaquent Mossoul. Alors, là aussi, vous voyez, les Turcs soulèvent le problème de la mobilisation populaire irakienne, chiite, al-Hashd al-Sha'bi, qu'ils supposent que si ces gens-là participent à la bataille, ils vont massacrer les sunnites. Vous voyez qu'à chaque fois, Erdogan joue la carte ultra-orthodoxe des sunnites, que je suis le défenseur des sunnites. Et ça, c'est pas pour déplaire aux pays du Golfe, hein, parce que on entend, n'est-ce pas, discrètement dans les palais, que finalement, massacrer Daesh, Al-Nusra, les troupes de Zenki, tous ces groupes islamistes, c'est priver les sunnites de forces armées. Il faut trouver une solution. Là, j'arrive à un scénario américain que je ne cesse de répéter. Si les Américains arrivent à décapiter Daesh et les islamistes, comme ils ont blanchi Al-Nusra, ils vont blanchir tous les daéchistes et essayer de créer un État sunnite et faire éclater la Syrie et l'Irak. La réponse à la présence russe, ce sera, nous on vous a créé un État sunnite, pro-pétromonarchie, pro-USA, et vous avez la côte syrienne. Mais c'est pas si facile que ça, parce que les Turcs dans cela sont perdants. Si la Syrie éclate, les Kurdes syriens, avec les chrétiens, les Arabes de toute cette région de la rive est de l'Euphrate, ont une certaine autonomie. Donc, ça va pousser les Kurdes turcs à se révolter. Vous voyez, tout le monde est impliqué dans ces deux batailles, et à chaque fois, il y a des embûches, et on ne sait pas comment ça va se résoudre. Vous voyez? Mais toujours est-il que la grande victoire d'Assad et des Russes, pour les Russes, c'est qu'ils ont déjà des bases, et ils ont des forces pour répondre, alors que ce ne fut pas le cas avant. Avant, les Américains régnaient en maître sur tout le Moyen-Orient. Voyez-vous? Donc, les deux batailles de Mossoul et Alep vont faire date dans l'histoire de l'affrontement entre ces deux grandes puissances après le monde monopolaire ou unipolaire. Nous voilà à nouveau avec un monde éclaté où il y a les USA, la Russie est l'axe de la résistance et la Chine qui soutient pour le moment la Russie, parce que la Chine aussi... Parce qu'il s'agit de ces axes commerciaux. Exact. Et puis en plus, si vous voulez, la Chine a le problème des Ouïghours, on l'a soulevé, elle a des problèmes d'islamisme aussi. Et puis, n'oublions pas que la Chine a proposé à la Syrie de former l'armée syrienne et de la pourvoir en armement, tout comme les Russes. Donc, les États-Unis ont beau essayer de laisser tomber le Moyen-Orient pour s'occuper de l'Asie et la mer de Chine, mais là, ils sont pris dans un tel jeu que s'ils perdent la guerre de Syrie, ils ont perdu cette hégémonie géostratégique dans le monde, qu'ils aient des flottes ou pas. Vous voyez, le problème ne se pose plus. Et je ne vois pas d'issue honorable pour eux, à moins, n'est-ce pas, qu'ils arrivent à soit abattre les Russes en Syrie, ça me paraît difficile, ça déclencherait une guerre mondiale. Je pencherais plutôt pour un autre scénario, c'est celui d'essayer toujours de rêver d'un État sunnite à cheval sur l'Irak et la Syrie. Et ma foi, si Alep revient au gouvernement légitime de Damas et aux Russes dans leur imagination, tant mieux, eux garderaient la main sur le pétrole du Golfe et sur l'Irak. Mais tout ça ne résout pas le problème ni des Syriens, ni des Kurdes, ni des Irakiens, ni des Français. Parce que là,
la seule réponse française, c'est sans cesse d'accuser la Syrie, de demander une intervention aux Nations Unies sous le chapitre 7, d'agiter le problème du chimique, alors que mais là aussi, il faut qu'ils fassent attention, parce que si Hérault continue d'accuser la Syrie, à son tour, peut l'accuser du massacre chimique d'août, et de plus en plus... 2013. Voilà, 2013. Donc, je trouve que le grand perdant, à part le peuple syrien, n'est-ce pas, avec ses 5 années de guerre, c'est aussi la France. Parce qu'on aura quoi, finalement, faisant le bilan? Soutenu une opposition islamiste. On s'est déconsidéré aux yeux de tout le monde. Hein? Surtout qu'on a même vendu des rafales pour des raisons économiques à Sisi, le président égyptien, et voilà que le président égyptien reçoit le chef du bureau de la sécurité nationale de Syrie au Caire au grand jour et dit que, tout comme le roi du Maroc, il est libre de sa politique vis-à-vis de la Russie et de la Syrie. Et là, c'est un coup très violent contre le royaume saoudite. Parce que le royaume saoudite voit sa coalition anti-yéménite s'effriter jour après jour. Hein. C'était clair dans le discours de Mohammed VI, le roi du Maroc, lorsqu'il a été au Conseil de coopération du Golfe. Et c'est de plus en plus clair pour l'Égypte, qui n'intervient pas vraiment par les voies terrestres dans le conflit du Yémen, et est prête presque à retirer son épingle du jeu. Hein. C'est des jours sombres de faillite économique et autres qui attendent les pays du Golfe. Mais ça mériterait un autre sujet. Comment cette guerre du pétrole s'est retournée contre le royaume saoudite et le Conseil de coopération du Golfe. Voilà à propos Mossoul, Alep, les grandes puissances, les petites puissances, les puissances régionales. Eh bien, merci Bassam Tahan pour ce vaste panorama qui permet de comprendre les enjeux décisifs de ces deux batailles en cours que nous allons continuer à suivre de près et sur lesquelles nous allons continuer à informer nos internautes. Merci Frédéric Saillot pour être toujours à la page. Je vous en prie Bassam Tahan, à bientôt. Merci Eurasia Express.